tous les administrateurs de l'Association belge des athées, ABBA, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau colloque intitulé cette année « L'athée, un infirme de l'imaginaire » avec un point d'interrogation. À l'origine de ce colloque, de nombreux événements, des étonnements, des remarques parfois condescendantes de la part de personnes croyantes, ou en tout cas pas athées, à l'égard des personnes athées. Presque toujours, ces remarques évoquent notre manque de quelque chose, d'où le terme « infirme » dans le titre. Ce quelque chose qui nous manquerait nous est présenté comme ce qui serait pourtant indispensable à faire de nous des personnes complètes, des êtres humains à part entière. Nous ne réfléchirions pas plus loin que le bout de notre nez. Nous resterions au ras des pâquerettes. Oui, nous nous émerveillons quand même, par exemple de la beauté de l'univers, mais sans y mettre au fond autre chose que cet émerveillement. Nous ne sommes pas comparés à ChatGPT, cette intelligence artificielle qui ne peut ressentir d'émotions ni faire preuve de sensibilité. Non, nous ne manquerions pas non plus de générosité, d'empathie, d'altruisme, d'humour. Non, non, mais nous manquerions d'autre chose, de spiritualité ou d'une certaine transcendance, voire des deux. Le terme même de spiritualité est complexe à définir, peut-être tout autant que la laïcité, surtout en Belgique. Quant à la transcendance, c'est encore un autre sujet. Et donc même, si des personnes athées, dont certaines ici parmi nous, n'hésitent pas à penser qu'il existe chez les athées une forme de spiritualité, en lui donnant alors des épithètes comme athée dans spiritualité athée ou laïque dans spiritualité laïque, nous avons choisi, après moult réflexions dans nos CA mensuels, de retenir le terme imaginaire. Chacun des conférenciers apportera donc sa ou ses réponses à cette question en fonction de ses connaissances, ses expériences, ses passions, ses réflexions et sa sensibilité. Vous connaissez le programme. Et que vous soyez venus seulement pour la matinée ou pour la journée, j'aurai donc le plaisir de vous présenter les différents conférenciers, mais le déplaisir aussi de devoir gérer le temps, et c'est déjà mal parti. Ou plutôt deux temps, le temps des conférences, le temps des débats, qui me semblent tous les deux indispensables à nourrir nos réflexions. Le premier conférencier, donc ce matin, nous avons 3 physiciens. Le premier, c'est Pierre Gillis, que je présenterai très brièvement, parce que je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Pierre est administrateur de notre association. Tu es docteur en physique, mais également musicien. Je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai regardé dans mes archives, en 2018, lorsque tu as présenté ta conférence à Libramont, le briquet du Tout-Puissant a-t-il allumé le Big Bang? Regard éclairé sur l'histoire physique de l'univers. C'est également le titre d'un livre que tu as écrit avec d'autres physiciens. Et donc, je te laisse la parole pour la première conférence de ce matin, qui est intitulée « Les multiples sens des vies terrestres ». Marianne a commencé à le dire, et effectivement, le reproche auquel l'on entend répondre, c'est quelque chose comme « il vous manque une case », quoi. Enfin, les sentiments les plus profonds vous échappent, votre sensibilité est amputée. Et c'est vrai que quand on essaye de mettre un mot derrière ça, beaucoup pensent souvent, comme Mariam l'a dit aussi, spiritualité athée. Et donc, les discussions qu'on a eues portaient en partie sur l'usage ou pas, l'acceptation du terme en lui-même. En fait, c'est assez marrant, comme souvent à propos des mots. Je pense qu'entre nous, il n'y avait pas d'énormes divergences de fond. Par contre, l'usage du mot faisait éventuellement un tout petit peu problème. Alors, je vous explique pourquoi rapidement. Si on va voir dans le Larousse ce qu'on entend par de spiritualité, il y a 2 définitions qui sont données. Une de type littéraire, c'est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, la spiritualité de l'âme, la spiritualité de la poésie. Et puis une définition plus générale, ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Ok. Alors, encore plus parlant, je trouve le recours au dictionnaire des synonymes. Toujours le dictionnaire Larousse des synonymes donne comme synonyme à spiritualité
dévotion, foi, mysticisme, piété, religion. Et le dictionnaire électronique des synonymes de l'université de Caen est assez proche: âme, dévotion, esprit, foi, mysticisme, piété, religion, spiritualisme. Alors, c'est clair, évidemment, quand on entend en particulier les synonymes, qu'on se dit qu'on n'est pas vraiment sur notre terrain avec ce genre d'équivalence. Alors, l'usage des mots, il est évidemment important. Alors, on aurait pu se dire, je ne sais pas moi, par exemple, comme les gueux au XVIe siècle qui se bagarraient contre le duc d'Albe, on récupère le mot et on le retourne en faisant quelque chose de positif. Ça m'a l'air un peu compliqué avec spiritualité. Ou encore, si vous voulez, comme le Big Bang, qui a été un terme inventé et qui en fait était un terme de dérision, et puis qui a été repris par les cosmologistes en l'assumant. Moi, ça me paraît quand même vraiment compliqué par rapport à un terme comme celui-là. Et le combat pour se le réapproprier me paraît presque un combat perdu d'avance. Et je n'ai pas trop envie de le mener. D'où l'idée, effectivement, du changement et du recours à un autre type de vocabulaire comme imaginaire, sensibilité. Alors, pour essayer aussi de faire la part des choses, j'ai eu envie de partir d'une discussion qu'on a déjà eue quelques fois aussi, à propos de l'existence de sphères différentes en ce qui concerne la réflexion qu'on peut avoir sur le monde. Et une des propositions pour séparer ces sphères, elle a un nom assez célèbre, ça s'appelle le noma. C'est Stephen Gould, le paléontologue, qui l'a proposé. Et noma, ça veut dire non-overlapping magisteria. C'est l'idée qu'il l'a défini lui-même de la manière suivante. Le noma, avec cette séparation entre notre aspiration à comprendre des caractéristiques factuelles de la nature, la science, et notre besoin de donner un sens à nos vies, une base morale à nos actions, la religion. Alors, je disais, autant la séparation me paraît intéressante, autant la manière dont les responsabilités sont attribuées me choque complètement. Donc, si on suit Stephen Gould, la vie d'un athée n'a pas de sens, et il n'y a pas de morale, puisque la morale, c'est les religions. Alors, je voudrais quand même... Je ne veux pas faire croire que je considère les partisans du noma ou quelqu'un comme Stephen Gould comme nos principaux adversaires sur le plan de la pensée, parce qu'effectivement, le genre de compromis qu'il propose, ça peut donner des sociétés dans lesquelles on peut vivre sans problème. Mais quand même, je trouve que sur le fond, cette manière de voir les choses est finalement terriblement américaine. On jure sur la Bible, le mensonge est le pire des méfaits, et les temples sont les principaux lieux de socialisation. Éventuellement, on complète avec un petit fond de mysticisme New Age et on s'en sort de cette manière-là. Alors, la morale, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, donc je ne vais effectivement pas en parler. Mais on va en effet essayer de se focaliser sur la manière dont on peut répondre à la question liée au sens de la vie. Alors, par rapport à ça, je dirais qu'il y a un écueil qu'on n'évitera probablement pas complètement et que je vais tout de suite signaler, c'est une certaine forme d'élitisme. C'est vrai que, alors je vais tout de suite expliquer en quoi c'est un danger qui nous guette, en commençant par une réponse simple à cette question sur le sens de la vie, que j'ai été piqué dans un polar. Un polar de Donna Leon, vous savez peut-être qui c'est une autrice qui écrit sur des aventures qui se produisent à Venise, et son héros, c'est un commissaire assez sympa par ailleurs, qui s'appelle Brunetti, et elle place dans le bouquin qui s'appelle Mortezeau la réflexion suivante dans la tête de Brunetti. Il laissait aux autres les grands desseins et les vastes désirs, se contentant d'objectifs plus modestes, une famille heureuse, une vie honnête, faire de son mieux son travail, voilà qui lui semblait demander assez de la vie, et il s'en tenait à ces espoirs-là. Alors je dirais de manière générale, évidemment, ça peut nous parler... Bon, une première remarque que je trouve quand même intéressante, c'est qu'effectivement, dans cette citation de Donna Leon,
c'est très terre à terre, quoi. Il n'y a pas de grandes envolées vers autre chose que ce qui fait la vie de tous les jours. Et là, évidemment, si je m'étais inscrit dans cette ligne-là, ben là, l'élitisme, je pense, ne risque pas de se pointer à l'horizon. Bon, on peut se retrouver là-dedans, effectivement, mais parler toute la journée sur des questions comme celle-là, ça aurait peut-être été un peu plat ou un peu trop vague. Donc, on peut effectivement essayer quand même de sortir un peu de ce genre de réflexion un peu élémentaire. Alors, j'ai trouvé une seconde citation qui, elle, est un peu différente sur le site de la RTBF. Je ne sais plus dans quelle émission, ils interrogeaient un garçon qui s'appelle Gilles van der Speck et qui est atteint d'un cancer du pancréas à 32 ans. Ça ne fait pas plaisir, évidemment. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il est devenu. Tu te dis, mais attends, j'ai 35 ans, moi à l'époque 32, j'ai rien apporté à la société. Vraiment, qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux construire? Si maintenant, demain, je disparais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été étudiant, j'ai profité, j'ai joué, ok, et quoi? Et donc, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, parce que je pense que tout jeune mérite, d'une manière ou d'une autre, de construire sa vie personnelle, sa carrière professionnelle, un certain statut, et pas juste être malade. Ben, quand on réfléchit évidemment à ce qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose comme la vie pour la vie, quoi. Mais en même temps, en insistant évidemment sur le côté biologique de la vie pour la vie. Alors, on peut généraliser, évidemment, en disant on aurait pu le traiter comme ça aussi, en partant de la biologie et en insistant plutôt sur la pérennité de l'espèce humaine plutôt que sur les péripéties d'une vie individuelle. Bon, tout ça pour dire que c'est toujours pas ça que j'ai l'intention ou qu'on va vous proposer pendant la journée d'aujourd'hui. Et on s'est quand même focalisé sur des approches qui, effectivement, montre plutôt comment on peut imaginer des réponses à la question qui est posée en s'intéressant à des domaines un peu plus nobles, je dirais, dans une certaine mesure. Alors, qu'est-ce que ça... Donc, en quelque sorte, l'idée, c'est de proposer à travers ce colloque plutôt une série d'exercices pratiques en disant... Plutôt que de discourir longuement sur comment on peut répondre à la question, en termes d'exercice pratique, je veux dire prendre des exemples de réponses qui ont été données sans nécessairement qu'elles soient au départ fortement théorisées. Simplement, c'est des exemples qu'on peut utiliser pour voir comment à partir de certaines préoccupations plus focalisées, on peut répondre à la question. Alors, vous me direz aussi... on s'éloigne peut-être de l'athéisme, oui et non. Je vais quand même préciser un tout petit quelque chose par rapport à ça, en disant que, finalement, la conception de l'athéisme qu'il y a derrière ça, c'est quand même une conception qui est littérale, je dirais pratiquement. C'est-à-dire, on envisage les activités humaines en disant simplement on est athée à partir du moment où il n'y a pas de place pour faire intervenir un Dieu là-dedans, c'est tout. Cela dit, évidemment, tant qu'on a dit qu'il n'y a pas de place pour faire intervenir, qu'il n'y a pas de place dans la conception de la vie pour faire intervenir un Dieu, il reste encore tout un éventail extrêmement large de manières de répondre à ces questions aussi. Ce n'est pas simplement parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Dieu qu'on a automatiquement une vision du monde qui est unifiée entre tous les gens qui ont évidemment ce genre de choses. Alors, pour revenir toujours au Noma, et pour situer la manière dont on peut discuter par rapport à ça, je reviens à Stephen Gould aussi, qui disait « Le premier commandement de toutes les versions du Noma se résume comme suit. Tu ne mélangeras pas les magistères en affirmant que Dieu commande directement des événements importants dans l'histoire de la nature, via des interventions qui ne seraient connaissables que par une révélation inaccessible à la science. » Alors, de nouveau, si vous voulez, j'ai envie de m'arrêter et d'être un peu pointu, un peu chatouilleux dans la manière dont je lis cette définition. Dieu ne commande pas directement des événements importants dans l'histoire de la nature. Ah bon, important, qu'est-ce que ça veut dire important? Est-ce qu'un événement accessoire dans l'histoire de la nature pourrait être commandé par Dieu? Ben évidemment, on répond non. Est-ce que les miracles sont des événements importants? Plus haut de nouveau. Décidément, je maîtrise mal la technique.
Et puis, il y a les événements de la nature et les événements socio-historiques. Est-ce qu'eux, ils peuvent être commandés par Dieu? Et les événements individuels. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé qu'hier soir, les Diables Rouges ont battu l'Autriche? On peut se poser ce genre de questions, quoi. Bon, eh bien, clairement, si vous voulez, bon, les athées répondent non à ces questions. Et donc, c'est dans ce sens que je dirais, c'est ce qui fonde la vision que j'ai finalement assez large et assez floue de cette définition de l'athéisme, que j'assume comme négative, que j'assume comme étant en creux, si vous voulez, en disant, effectivement, on peut donner des tas d'exemples choisis dans des domaines différents de la vie sociale et pour lesquels, simplement, le recours à une intervention surnaturelle, transcendante ou extérieure est éliminé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, au niveau de la polémique, ça permet éventuellement de dire que certains agnostiques sont des athées. Alors moi, je ne vais pas me prononcer à leur place en disant oui ou non, ils le sont ou ils ne le sont pas. À partir des agnostiques, si vous voulez, ouvrent la porte éventuellement de manière tout à fait théorique à la possibilité de quelque chose de transcendant ou quelque chose comme ça, en disant pourquoi pas, c'est peut-être possible. Bon, autre chose est effectivement d'ouvrir ou de concrétiser cette possibilité dans des éléments qui seraient éventuellement plus concrets. OK. Alors, donc, exercice de style, dans une certaine mesure, une manière d'illustrer une autre maxime bien connue, la preuve du pudding, comme disait Engels, c'est qu'on le mange. C'est dans cet esprit-là, si vous voulez, qu'on a imaginé. Alors, il y a effectivement des tas de manières de donner des exemples à propos de ce qui pourrait fonder un sens de la vie. Alors, je vais vous en donner quelques-uns comme ça. Par exemple, on pourrait dire que la vie prend un sens à partir du moment où on est capable de faire des frites meilleures que celles qu'on vend chez Billy à Mons, qui sont, comme chacun sait, peut-être même meilleures que les frites de la friterie de la place Flagey. C'est une possibilité. Ou bien, décider qu'on veut être Premier ministre et y arriver, comme Elio le disait à l'époque où il n'était encore qu'étudiant en chimie. Ou bien gagner The Voice, ou vendre plus de livres que Joan Rowling, ou gagner sa place dans le Guinness Book en avalant le plus grand nombre possible de hamburgers en 10 minutes. Ou alors encore, je ne sais pas moi, devenir plus riche que Bill Gates, ou avoir 50 millions de followers. Donc vous voyez effectivement que l'éventail est extrêmement large. Alors, pourquoi je m'amuse à dire ça? Parce qu'en fin de compte, derrière tous ces exemples plus ou moins farfelus, vous en faites ce que vous voulez, il y a une caractéristique commune, c'est qu'ils sont tous liés à une forme de reconnaissance sociale. Le sens de la vie est attesté par nos frères humains, finalement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et, tout compte fait, pour continuer dans les autres citations, il va bientôt y avoir 2 siècles que l'idée a été formulée de manière un peu plus précise ou de manière un peu plus abstraite par quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi à ce genre de questions. Il avait fait figurer ça sur un pense-bête qui a été retrouvé beaucoup plus tard et qui dit « L'essence de l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. » L'essence de la vie humaine, ou le sens de la vie humaine, comme on voudra, le calembour est intéressant à ce niveau-là, il révèle parfois. Mais bien entendu, on ne peut pas parler de tout. Et par exemple, le Guinness Book, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et donc, on a décidé de cibler quelques domaines particuliers. Le premier auquel on va s'intéresser, alors c'est peut-être un peu paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit précédemment et au découpage qui était proposé par le Noma, c'est la science. Alors pourquoi je dis que c'est paradoxal? Parce que si on reprend les énoncés qui étaient notamment ceux de Stephen Gould, on se dirait, mais justement, du côté de la science, il n'y a pas de problème. Ça, on vous dit, OK, la science, ça va, ça c'est votre domaine, vous vous débrouillez bien à travers ça, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est une chasse gardée, si vous voulez, en quelque sorte, pour les rationalistes. Alors, moi j'ai envie, par rapport à ça,
de me placer quelque peu en porte-à-faux. Et c'est un peu ce que j'ai demandé à nos orateurs de ce matin. Alors quand je dis en porte-à-faux, c'est évidemment pas du tout dans le sens où j'entendrais revenir sur le caractère rationnel de la science ou tenir un discours anti-science ou quelque chose de ce genre. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est d'insister sur le fait que la pratique scientifique elle-même, elle est pleine d'émotions. En quelque sorte, si vous voulez, ça revient à s'intéresser à la science comme elle se fait, plutôt que comme on la sanctifie. Alors évidemment, on peut donner des exemples et commencer peut-être par les pires de ces exemples, comme les luttes de pouvoir, les controverses à enjeu. Exemple sur lequel je planche un peu pour le moment, les brevets et les combats féroces pour les brevets dans l'histoire de l'électricité. Un plus récent que j'ai connu il y a quelques années et qui était quand même tout à fait intéressant aussi, c'était une dispute sur la paternité de l'idée de l'imagerie par résonance magnétique entre deux physiciens, médecins, chimistes et médecins américains, Lauterbur d'un côté et d'Amadian. Ça a été vraiment féroce, avec tous les sales coups qu'on peut imaginer pour saper l'autre, bon, etc., etc. Mais bon, on pourrait me répondre que ça, c'est pas vraiment de la science, c'est les à côté de la science, c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Oui, mais quand même, ce genre d'événement peut avoir des conséquences sur les développements futurs. Mais bon, c'est pour mémoire que je les ai invoqués, ces exemples. En réalité, mon idée est plutôt d'aller au plus intime et de rechercher la quête de sens et l'émotion au plus profond du travail scientifique proprement dit. Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'on évoque parfois le caractère esthétique d'une théorie. Là aussi, on pourrait approfondir, mais je crains un vrai malentendu par rapport à cette question-là. C'est une expression qui est souvent utilisée par les physiciens ou par les matheux, et je crains qu'ils aient en tête des notions qui diffèrent très très fort de ce que l'auditeur lambda peut y mettre quand il entend évoquer, par exemple, l'élégance d'une théorie. L'élégance d'une théorie, c'est, si vous voulez, la manière simple dont on peut aller vers le résultat. Souvent, ça fait aussi référence à beaucoup d'éléments qui sont liés à l'existence de symétrie, et je crois que c'est assez difficile à percevoir autrement que de l'intérieur. Donc, de nouveau, je n'insisterai pas trop sur cette idée-là. Par contre, en termes d'imagination, il y a quand même deux idées sur lesquelles je voudrais revenir, ou une première idée sur laquelle je voudrais revenir, c'est que, en termes d'imagination précisément, il faut quand même reconnaître aux scientifiques une capacité quand même assez extraordinaire. Alors, je vais pas multiplier les exemples, mais en physique relativement moderne, qu'est-ce qu'il fallait quand même comme imagination pour se dire que l'espace vide avait une forme, qu'il était possible de tordre un espace vide. Alors évidemment, ça correspond à l'existence de géométries différentes. L'existence de géométries différentes, je dirais, c'est un travail de matheux, il est extrêmement rationnel, mais l'idée que le monde dans lequel on vit puisse passer d'une géométrie à une géométrie différente simplement sous l'effet de la présence de matière, c'est quand même une idée qui est une idée assez extraordinaire. Bon, elle est à la base de la relativité générale. Moi, vous ne m'empêcherez pas de penser que pour imaginer un truc pareil, il faut une capacité d'imagination infiniment plus costaude que celle qui consiste simplement à se dire qu'il y a une espèce d'entité générale qui règne sur nous et qui plane sur nos existences. Autre idée, effectivement, toujours liée à la physique contemporaine et qui est un tout petit peu du même type, ça c'est plutôt lié à la mécanique quantique, l'idée que les petites particules dont on parle finalement, c'est quand même pas vraiment des petits grains ou des petites boules comme on a souvent pensé, mais que probablement on comprend mieux à quoi elles ressemblent si on pense à l'idée d'une vague. Ok. Mais en même temps, cette vague a une identité qui en fait une entité pratiquement comptable. Donc on peut les numéroter, on peut leur donner une identité qui, dans les échanges qu'elles ont avec leurs partenaires particules, reste telle qu'elle et varie globalement par entité complète.
Donc, ce n'est pas l'idée que la particule est en elle-même en même temps une vague qui me paraît tellement étonnante, c'est l'idée que ces vagues sont des entités parfaitement bien définies, numérotables, il y en a une, deux, trois, alors que des vagues, c'est sur un continu. Ben, là aussi, si vous voulez, pour se dire ça, je ne rentre pas dans les détails, mais il fallait quand même une imagination tout à fait extraordinaire. Alors, bon, j'en viens à après vous avoir dit tout ce dont on n'allait pas parler, j'en viens vraiment quand même à vous dire ce dont on va parler. Comment dire l'émerveillement face à une découverte? La joie qu'on éprouve à avoir compris. Et donc, ce qu'on vous propose en quelque sorte en traitant ces questions-là, c'est un contre-pied. C'est l'idée qui consiste à dire que précisément, le sens de la quête, il est dans la démarche elle-même. C'est un contre-pied parce que c'est effectivement pas de ce côté-là qu'on nous attend. C'est effectivement pas un plaidoyer pour une méthode ou pour la valorisation de ses résultats. Ce qu'on veut faire, c'est souligner la réalité des émotions que les chercheurs connaissent et sans laquelle je suis convaincu que le sens de leur travail serait tout à fait problématique. Ce n'est pas certainement en opposition, si vous voulez, avec la défense d'une méthode ou avec une critique de la manière dont les travaux scientifiques se font. C'est une manière de les mettre en contexte. Alors, on a invité deux physiciens pour ça, qui sont Francesco Lobue et Pasquale Nardone. Alors, pourquoi des physiciens? Peut-être parce que je le suis moi-même et que ça a quelque chose à voir avec les gens qu'on connaît bien et à qui on a envie de demander des contributions. Pourquoi eux deux? Alors, le premier, Francesco, parce que j'ai une admiration énorme pour sa capacité à poétiser le monde. Certains d'entre vous ont peut-être déjà lu les textes qu'il a produits. Chaque fois que j'en lis un, moi je me dis « Ah oui, ça vraiment, ça permet de comprendre pourquoi on fait ce genre de travail. » Et donc, il le fait de manière remarquable, dans une approche qui ne fait aucune concession au détriment de la rigueur scientifique. L'émotion de la découverte chez lui, elle émerge à la fois de son émerveillement des choses de la vie et de la nature et de ce que moi j'appelle son admiration lucide pour les théories qui mettent ces choses en forme. Je pense que, après l'avoir entendu, je n'aurai pas besoin d'expliquer plus longtemps. Alors Pasquale et pourquoi aussi, mais je suis aussi tout à fait impressionné par l'étendue de sa culture scientifique, ça c'est certain, et par sa capacité à nous en faire profiter à travers un éclairage qui va vraiment au fond des choses et qui révèle les ressorts des phénomènes, cachés ou pas. Et je suis convaincu, en l'ayant entendu aussi relativement souvent, que son approche revalorise un concept qui pourtant fait sans doute problème parmi les gens qui se préoccupent d'épistémologie, mais qui me paraît peu discutable quand je l'écoute, c'est-à-dire que la recherche de la vérité du monde est au cœur de l'activité scientifique. Ça aussi, si vous voulez, ça peut être vécu, de nouveau, pas en contradiction avec les méthodes qu'on applique, mais comme une véritable passion. Bon, alors, deuxième volet, donc, quand je disais on cible des activités qui sont des activités quand même réputées nobles, le deuxième volet, je dirais, c'est le côté art. Alors, clairement, les démarches sont évidemment tout à fait différentes. Même si on peut s'intéresser aux deux, moi je tiens à l'idée qu'effectivement, les efforts pour tenter de les unifier me semblent être véritablement des impasses intellectuelles. Mais on peut quand même partir d'une remarque qui est posée par une styliste. C'est Patrice qui m'a communiqué l'article dans lequel ça se retrouvait. Elle s'appelle Agnès B, c'est dans Le Monde de 23-24 juillet 23, qui avance que l'émotion artistique est très proche de l'émotion spirituelle. Alors, c'est sûrement vrai dans de nombreux cas. La création artistique trouve alors évidemment sa source dans un élan mystique. Je ne suis pas sûr que ça soit retournable et généralisable. Alors, un premier bémol, si on comprend assez facilement la légitimité de la remarque pour les arts plastiques ou pour la musique, elle me semble quand même à peu près étrangère à la littérature. Et encore plus aux formes artistiques qui sont des formes nourries d'humour, qu'on peut pourtant retrouver dans tous les arts. C'est quand même assez rare que l'humour soit associé à un grand élan mystique.
Mais même dans les arts plastiques et en musique, on peut quand même imaginer que le moteur de la création se situe à un autre niveau. Alors ici aussi, évidemment, on ne va pas être capable de traiter tout et de manière indifférenciée, mais deux invités, Claude Semal et Janou Gilis, qui est mon frère par ailleurs. Le premier, il peut témoigner, donc on ne les a vraiment pas choisis au hasard. Le premier peut témoigner d'une palette d'expériences assez extraordinaires et d'interventions vraiment très très larges. Chansons, théâtre, chronique écrite, journalisme. Quand je parlais d'humour, je crois qu'effectivement, ça le concerne au premier chef. Et il se sert effectivement systématiquement de ces interventions pour plaider en faveur d'une idée qui rejoint, me semble-t-il, celle que j'ai avancée plus haut. C'est de lien social qu'il est question avec la culture. Et avec lui, je crois effectivement, ce n'est pas dans un ciel éthéré qu'on se retrouve, mais c'est vraiment au contact de l'humanité rampante, si on peut dire. Ok, alors, le deuxième, Janou, il nous parlera de musique. Alors la musique, elle a quelque chose effectivement de tout à fait intéressant par rapport à notre problématique, qui est que c'est probablement le domaine de l'art dans lequel les références à une inspiration divine sont à la fois très présentes et même souvent assumées par les créateurs. Un des premiers auxquels on peut penser par rapport à ça, c'est Bach, par exemple, qui n'hésitait pas, effectivement, à mettre ses productions en lien direct avec une inspiration divine. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à comprendre en musique, et je suis aussi convaincu que dans ce domaine-là, il y a moyen de proposer une approche qui soit tout à fait intéressante et certainement pas dépourvue d'émotions, mais qui se passe de cette intervention transcendante. Ok, alors on terminera, si vous voulez, notre journée avec un peu de côté, mais qui est un peu une mise en perspective et qui me paraît quand même importante. C'est un questionnement qui a été trouvé, je crois, intéressant dans le colloque d'il y a un an, après l'exposé d'Émilie Caspar, qui avait tenté une approche scientifique, neuroscientifique de la croyance en Dieu. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, la question serait plutôt: les neurosciences ont-elles quelque chose à nous dire sur la nature des éléments d'émotion, des élans d'émotion mystique, ceux dont notre styliste Agnès B., je ne connais pas son nom autrement, disait qu'ils sont proches de l'émotion artistique. Est-ce qu'on pourrait parler d'EMA, d'élan mystique artificiel, en posant aux substances psychotropes? Et ça, c'est un sujet que Laurence Ries, qui est chercheuse en neurosciences à l'UMONS, nous éclairera au cours de l'après-midi. Alors, je suis au bout, mais j'ai quand même une dernière remarque qui me paraît, à laquelle je tiens et que j'ai envie de faire. Nos 5 orateurs sont atypiques. On peut dire, si on voulait, peu académiques, malgré les titres académiques que certains ont et qu'ils peuvent tout à fait légitimement faire valoir. Pourquoi je dis peu académiques? Parce qu'en fait, ils mettent systématiquement, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Alors, nos scientifiques durs passent beaucoup de temps à vulgariser avec talent, et ils n'hésitent pas à sortir de leur cocon académique pour le faire. Éventuellement, en participant à des activités qui sont extérieures à leur activité scientifique. Donc je disais vulgarisation, mais il y a aussi intervention, si vous voulez, dans les médias, animation de clubs de discussion, des choses de ce genre-là, donc des choses tout à fait intéressantes et qui ne sont pas typiques de l'activité académique définie de manière tout à fait stricte. Claude Semal, il chante, il joue, il écrit, il anime une publication en ligne, la symptomatique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et mon frère d'ingénieur compose, interprète de la musique, et en plus, il organise des concerts pour ses pairs. Laurence Ries, qui n'est pas encore là parce qu'elle avait d'autres activités ce matin, notre neuroscientifique,
Elle a fait avec moi, je peux en témoigner, elle a participé avec moi à une mémorable soutenance de thèse en pataphysique. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne crois pas trahir un secret, j'attends encore personnellement avec beaucoup d'impatience la possibilité de l'admirer dans un numéro de danseuse de claquettes qu'elle n'hésite pas à produire de temps en temps. Alors tout ça, c'est évidemment pas une coïncidence. Je suis convaincu que la diversité des points de vue que nos 5 orateurs sont capables d'assumer, je suis convaincu qu'elle favorise l'adoption d'un point de vue large et ouvert qui me paraît quand même fondamentalement lié à leur capacité de mener à bien une approche critique et on pourrait dire multivariée qui finalement est leur marque de fabrique. Et je pense que vous pourrez apprécier ces caractéristiques-là au travers de leurs exposés. Voilà. Merci beaucoup.